Alors, euh, on va donc avoir une séance d'1 heure et demie aujourd'hui pour continuer le chapitre 4 que nous avons donc abordé samedi. Est-ce que par rapport à ce qu'on a vu samedi, vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions par rapport à ce qui a été vu la matinée de samedi? Non, c'est bon. Enfin, tout était clair. Tout était clair. Ok, très bien. Donc là, je vais me mettre donc présenter l'intégralité de mon écran. Voilà. Ok, donc là, vous voyez maintenant tous mon écran. Et donc, alors, comme d'habitude, on peut faire un petit point rapidement avant d'aborder le cours. Est-ce que par rapport au projet, il y a encore des questions ou des choses encore qui ne sont pas très claires? Monsieur? Oui, je vous écoute. Alors, moi, j'ai une idée de projet, mais je ne sais pas si c'est faisable. Vous avez une idée de projet, mais vous ne savez pas si c'est faisable. Oui, c'est ça. Ok, c'est quoi votre idée? En fait, j'ai pensé à un robot qui détecte les gaz, qui connaît la quantité de gaz qu'il y a dans son environnement et le nombre de gaz qu'il a. D'accord. Et ça sera un robot qui sera en forme de petite voiture. J'ai pensé à une utilité dans une application dans le domaine militaire ou même dans le domaine extraterrestre, on va dire, dans les planètes. Donc, ça serait un petit robot explorateur, un genre de nez électronique. C'est ça. D'accord. On sait que c'est faisable. Pourquoi vous pensez que c'est pas faisable? Bah, je sais pas si ça existe des détecteurs qui peuvent déterminer exactement quelle quantité en pourcentage il y a pour chaque gaz, mais vraiment précisément, c'est-à-dire que non, en n'oubliant aucun gaz. Et est-ce que aussi faudrait classer d'abord dans le détecteur tous les gaz qui existent? Enfin, je sais pas si. C'est tout le but en fin de compte du projet, c'est de dire voilà, mon idée est la suivante, j'aimerais mettre en place un nez électronique sous forme d'un robot mobile, et après vous posez tous les problèmes sous-jacents à cette idée et vous regardez ceux qui sont à l'heure actuelle résolvables, ceux qui sont encore dans des domaines inconnus, et l'idée c'est en fin de compte de dire voilà, j'ai une problématique, je sais résoudre tel et tel point, je ne sais pas si ça existe, et vous serez jugé sur la pertinence de ce sujet et sur les recherches que vous avez menées pour répondre aux questions que vous avez posées. D'accord. Voilà. Et pour vous, c'est intéressant comme sujet? Moi, je trouve ça intéressant. Effectivement, c'est intéressant. Après, est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir, sachant que ça nécessite quand même pas mal de connaissances en matière de, je sais pas, j'y connais pas grand-chose moi non plus, chimie des gaz. En soi, il est intéressant. Après, voilà, il faut voir comment vous allez le mener, comment vous allez le définir et surtout comment vous allez relever les problématiques qui ne seront encore pas résolues lorsque vous l'aurez terminé. En soi, il est intéressant. Voilà. Mais si c'est pour dire, voilà, je vais mettre en place un nez électronique, mais mon idée est la suivante, mais je ne sais pas comment la mettre en œuvre, là, ça va tenir sur une page. À mon avis, vous risquez de vous retrouver avec une petite note. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Voilà. Donc, si vous vous engagez à traiter tel sujet, ben, il va falloir prouver comme quoi vous avez bien défini le contour et que vous vous êtes investi
dans les réponses que vous avez apportées aux problématiques. D'accord. OK? Très bien. Monsieur. Oui, d'autres questions? Bonjour monsieur. Bonjour. En fait, c'était pas par rapport au projet, mais c'était une autre question Ouais, par rapport à votre chaîne YouTube. En oui, fait, j'avais vu des vidéos qui parlaient de l'informatique quantique sur votre chaîne oui. et j'ai pas très bien compris en fait les applications de l'informatique quantique et je sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que vous pourriez un peu m'éclairer là-dessus? Quelles sont Alors, ces applications de donc, manière brève? donc moi, sur ma chaîne, il y a déjà vos cours d'analyse numérique. Il y a des cours similaires aux vôtres, mais que je fais avec des étudiants apprentis qui sont donc méthodes numériques. Et l'autre chaîne qui n'a absolument rien à voir avec ce que l'on fait en analyse numérique, que j'ai appelé mathé quantique, c'est parce que tout simplement, de mon côté, je fais un peu de recherche en algèbre linéaire qu'on applique à l'informatique quantique. Voilà, donc je suis en lien avec des chercheurs avec qui je partage des vidéos que je trouve intéressantes. Maintenant, si c'est par pure curiosité que vous me posez la question, je peux vous répondre. Mais déjà, pour vous dire que ça n'a rien à voir avec votre programme. Ah non, non, c'est juste par simple curiosité, peut-être que ça pourrait m'intéresser. Ah, ok, d'accord, très bien. D'ailleurs, je l'ai mise un peu à jour aujourd'hui et je dois encore mettre à jour la documentation. Alors, l'informatique quantique, c'est une nouvelle science, on va dire, qui va émerger dans les années à venir et qui permet en fin de compte de résoudre des problèmes algorithmiques qui prenaient des temps pratiquement infinis sur un ordinateur classique. On pense que sur des ordinateurs quantiques, on pourra les résoudre en quelques secondes. Voilà l'idée. Après, qu'est-ce qu'on va résoudre comme problème? Ben, en fait, on va résoudre des problèmes qu'on appelle, c'est des problèmes généralement de cryptographie, c'est-à-dire qu'on va crypter des données et on va faire en sorte que ces données-là ne puissent pas être décryptées si vous n'avez pas la clé qui permet de le faire. Aujourd'hui, c'est une technique qui existe, sauf qu'avec les ordinateurs devenant de plus en plus puissants, on est capable de décrypter des messages. Et l'idée, c'est d'utiliser la cryptographie quantique qui, elle, au fait, ne permet pas de décrypter les messages, puisque ça fait appel à des notions de physique quantique, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un espion qui intervient sur une communication de données, dès lors qu'il se met à mesurer ces données-là, il change la nature de ces données, ce qui fait que quand elles sont reçues par le bon destinataire, on se rend compte qu'elles ont été espionnées. Voilà. Alors après, derrière, il y a quelques techniques de mathématiques qui ne sont pas très complexes en soi. Ça fait appel à tout ce qui est calcul matriciel, des matrices involutives, des matrices pour calculer des valeurs propres. Et voilà, donc moi, c'est plus l'aspect mathématique et programmation qui m'intéresse, parce que je ne suis pas un physicien. Ok, d'accord. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir un peu plus, il n'y a pas de souci, je peux vous envoyer de la documentation qui permet justement, même aux gens qui ne sont pas du tout de la physique quantique, de pouvoir comprendre un peu de quoi il s'agit. Avec plaisir, monsieur. Merci. Pas de problème. OK. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui. Je voulais savoir, vous allez nous l'envoyer, le chapitre 4 ou pas? Ben oui, je vais vous l'envoyer. Ah, d'accord. Je vais vous l'envoyer, chapitre 4. J'avais juste fait quelques petites corrections dessus. D'ailleurs, j'ai fait ça ce matin. J'ai rajouté quelques petites notes pour que le document soit un petit peu plus clair. Et donc, oui, effectivement, je vous l'enverrai. Alors, soit je vous l'envoie aujourd'hui, soit je vous l'envoie jeudi, quand on aura complètement, je pense, clôturé ce chapitre-là. Voilà. D'accord, merci. OK, très bien.
Donc, cette parenthèse étant fermée, nous allons donc aborder l'exercice que je vous ai demandé de faire samedi dernier. Est-ce que vous avez réussi à faire cet exercice-là, qui consiste donc à utiliser une interpolation polynomiale pour exploiter un peu plus justement les mesures que l'on pourrait faire sur une balance? Qui c'est qui est allé jusqu'au bout de l'exercice? Qui c'est qui ne l'a pas compris? Qui c'est qui n'a rien fait? Bon, monsieur, moi, j'ai essayé de faire. Oui. J'ai obtenu des résultats, bon, c'est pas mathématique en fait. Avec des millions, c'était Ah, carrément, d'accord. carrément, monsieur, c'était… Par exemple, pour le polynôme, la première question, j'ai Oui. obtenu 3 28 800 x au carré, moins 60 milliards. Bon, bref, c'est… Il y a un problème, là. Vous avez utilisé vous avez fait du calcul quantique, là. un tout petit peu, monsieur. Là, vous êtes parti, je ne sais pas où, là. Bon, alors. Donc, déjà, vous avez la première question que l'on vous pose, elle est relativement simple, puisqu'on dispose de 3 points de mesure, et on vous demande de calculer le polynôme d'interpolation qui passe par ces 3 points. Donc, je ne vois pas trop où est la difficulté ici, puisque qu'est-ce qu'on a? On a le point 10 avec pour ordonnée 12,75. Ça, c'est le premier point. On a quoi d'autre? On a le deuxième point qui est le point 30, 28, 43. 30, 28, 43. Voilà. Et on a le dernier point qui est 50, 51,26. Voilà. C'est super simple, puisque vous savez tous calculer des polynômes qui passent. D'ailleurs, vous savez calculer des polynômes qui passent par n points. Ben, ici, vous avez tout simplement 3 points, donc vous devez avoir un polynôme tout simplement du second degré. Voilà. Donc, je ne vois pas où est la difficulté. Donc, on va regarder un petit peu on va regarder d'abord le corrigé. Donc, si on regarde le corrigé, on a quoi? On a, alors je vais zoomer un petit peu plus là. Donc, dans le corrigé, on a quoi? On a P de X qui vaudra donc quoi? X moins 30, X moins 50 divisé par 10 moins 30, 10 moins 50, le tout multiplié par 12,75. Donc, ça, c'est le premier polynôme de Lagrange qu'on calcule à partir du point X indice 0 qui vaut 10. Ensuite, on rajoute le deuxième polynôme de Lagrange qu'on calcule avec le point X indice 1 qui lui vaut 30. Et enfin, le troisième polynôme de Lagrange qu'on calcule avec le point X indice 2 qui lui vaut 50. Alors, est-ce que déjà vous avez réussi à poser cette équation? Oui, pour moi, monsieur. Oui. Bon, voilà. Donc, une fois qu'on a posé cette équation-là, je ne vois pas comment vous avez pu vous retrouver avec des chiffres aussi, enfin des nombres aussi élevés que ce que vous avez énoncé à l'instant, puisqu'en fin de compte, il suffit après de… Bon, alors, je suis d'accord qu'il y a du calcul à faire, mais bon, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un cours qui s'appelle analyse numérique. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir calculer. D'ailleurs, si à l'examen, vous faites des erreurs de calcul, ben, vous serez pénalisé là-dessus. Comme je vous l'ai dit, vous êtes évalué sur votre capacité à pouvoir mener un calcul de bout en bout. Donc ici, calcul relativement simple, quand on va regrouper les x2, les x, et puis le coefficient
que multiplie x absent 0, donc le coefficient, le dernier coefficient du polynôme, vous devez normalement tous vous retrouver avec 143 divisé par 16 000 fois x au carré, plus 853 sur 2000 fois x, plus 6073 divisé par 800. Ce qui nous fait donc 0,0089x au carré, plus 0,4265x, plus 7,5912. Voilà le polynôme que vous devez normalement tous trouver. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il y a des difficultés particulières? Non, monsieur. Bon. Donc, c'était relativement simple. Alors, il faut bien comprendre c'est quoi notre problème. Donc, on a donc, nous, une balance qui est censée être quelque chose de précis, c'est-à-dire qui répond selon une droite oblique y égale à x, mais il s'avère que ce n'est pas le cas. On a plutôt quelque chose qui… On a affaire à une balance qui n'est bien sûr pas précise, et donc, du coup, ben, ça répond avec avec un polynôme qui est de la forme P de x, voilà, que l'on a calculé donc à l'aide de cette interpolation. Alors, première remarque, avant d'aller plus loin avec cet exercice-là, est-ce que vous trouvez normal que le coefficient qui multiplie x au carré soit aussi faible? Ben oui, Pourquoi? ben parce que la balance, elle est pas précise, mais ça suit quand même un peu. Enfin, la courbe, elle peut pas être trop éloignée de y égale x. Bravo, c'est exactement ça la réponse. Effectivement, on a un polynôme qui a un coefficient qui est très faible parce que tout simplement, ce polynôme-là a une forme qui se rapproche de la forme y égale à x. Donc, de l'équation d'une droite y égale à x plus b. OK, très bien. Donc, voilà le polynôme, on l'a trouvé. Et donc, suite de l'exercice, quand on lit la suite, on nous dit, voilà, on a par la suite posé sur cette balance un poids qui, cette fois-ci, lui, est inconnu. Ce n'est pas un étalon. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas à l'avance quel est son poids. Donc, on le pose comme ça sur la balance. Et donc, la balance nous indique, nous donne comme résultat, l'afficheur de la balance nous dit, voilà, le poids que vous avez pesé, que vous avez mis sur le plateau est de 22,67. Donc, la question après qu'on vous pose, c'est comment peut-on obtenir une mesure plus précise en se servant de l'interpolation précédente? Alors, est-ce que quelqu'un a réussi à répondre à cette question? Monsieur, Oui, je vous écoute. bon, je ne suis pas arrivé à ce niveau-là, mais j'ai une idée d'après la précédente réponse. On va poser P de x égale à 22,67. Et on va essayer de déterminer x par la suite. On va poser P de x égale à 22,67 et on va déterminer x par la suite. Alors, d'un point de vue mathématique, technique, c'est exactement ce que l'on va faire. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Bon, disons que précédemment, monsieur, ce qu'on a fait, on a déterminé le polynôme qui approximait la réponse de la balance. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on, par exemple, on va peser un objet ou un aliment sur la balance, il va nous donner en sortie, on va dire ça comme ça, une réponse. Et la deuxième question, en fait, nous indique que cette réponse-là, à partir de la mesure d'un poids P qui est inconnu, on a obtenu dans cette sortie-là 22,67, qui est ce que j'ai dit précédemment, en fait. Et là, on demande donc comment est-ce qu'on peut obtenir dans une mesure plus précise. Et c'est là qu'on va devoir poser Px égale à 22,67. Écoutez, votre réponse, elle est parfaite. Ce que vous venez de dire est complètement juste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que nous affiche cette balance, c'est ce que nous lisons sur l'axe des ordonnées ici. D'accord? Effectivement, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que quand la balance nous affiche un résultat, il faudrait qu'on puisse revenir
sur l'axe des abscisses via notre polynôme pour déterminer le poids qui a été posé dessus. D'où effectivement votre réponse. Je vais donc poser P de X égale à 22,67. D'accord? Donc P de X égale à 22,67. Et par conséquent, je vais donc me retrouver avec un polynôme à résoudre une équation du second degré, puisqu'elle est issue d'un polynôme du second degré, et pour laquelle je vais donc calculer deux racines. Et bien entendu, je n'en conserve qu'une, et là aussi, vous allez pouvoir me répondre pourquoi. Ben, il y en a une qui va être négative ou… Exactement. Donc, il y en a une qui va être négative, et donc, par conséquent, elle n'a pas de sens physique, et donc on ne conserve que celle qui est positive. Voilà. Donc, c'est un petit exercice qui, en fin de compte, peut montrer l'utilité de l'interpolation polynomiale, puisqu'en fin de compte, dans la réalité, quand on parle de calibrage, d'étalonnage, ben c'est un petit peu ce qu'on fait au fait, c'est que on met à jour les coefficients d'un polynôme d'interpolation sur l'instrument de mesure, pour la simple et unique raison que l'instrument de mesure, lui, ben avec le temps, il y a des dérives, et donc quand il sort de chez le constructeur, il est parfait, mais au fur et à mesure qu'on l'utilise, ben, il y a des composants qui réagissent de moins en moins bien, il y a des conditions de température qui ne sont plus très respectées, il y a en fin de compte un tas de choses qui font que la mesure n'est plus précise, et donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on amène cet instrument de mesure dans un laboratoire de métrologie, et eux vont donc le calibrer. Le calibrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer ses coefficients pour faire en sorte qu'ils puissent faire des mesures précises. Et c'est exactement un peu ce qui se passe, puisqu'en fin de compte, ça va revenir à recalculer les coefficients du polynôme d'interpolation et ensuite de réécrire ça dans la mémoire du calculateur. Voilà. OK? Donc voilà pour ce petit exercice qui est instructif et qui n'était pas en fin de compte compliqué à faire, si ce n'est qu'il fallait un petit peu réfléchir sur comment on pouvait obtenir une mesure un peu plus précise. Voilà. Alors vous allez dire, bon, ben, entre 22,67 et 23,66, c'est pas énorme comme différence. Il n'empêche que lorsqu'on fait des mesures, après, tout dépend de ce que l'on mesure. Si effectivement 23,6 kg de pommes de terre ou 22,67 kg de pommes de terre, c'est pas énorme. Ça, c'est pas pareil lorsqu'il va s'agir de mesurer des métaux précieux ou des diamants en termes de carats, quand vous savez que le gramme d'or avoisine les 50 à 60 euros. D'accord? Très bien. Alors, donc, voilà pour l'exercice 3. L'exercice, il y avait un autre exercice qui était aussi relativement simple, mais que je ne vous ai pas demandé de faire samedi, parce que je voulais que vous réfléchissiez sur l'exercice 3. C'est l'exercice 2. Oui, je vous écoute. La dernière question demande d'estimer la mesure de P. Ben, ça veut dire de résoudre en fin de compte P de X égale à 22,67 et de trouver X. Ah, dans la deuxième question, la troisième était liée. Exactement. La deuxième question, il n'y avait pas de calcul à faire, il y avait une explication à donner. Ah, d'accord. Et dans la troisième question, il y avait l'application de l'explication qui a été donnée à la 2, en 2. Merci, monsieur. Voilà. Très bien. Alors, donc, il y avait donc donc on a fait le 1, on vient de corriger le 3. Il y avait bien sûr le 2 aussi à faire, mais je ne vous l'ai pas donné à faire, mais on peut le faire tout de suite. Il est relativement simple.
donc on dispose d'une fonction f de x égale à 1 sur 1 plus x au carré. On vous demande de déterminer le polynôme d'interpolation pour les points d'abscisse moins 1, 0 et 1. Donc, si on réfléchit un tout petit peu, c'est quoi la principale différence entre l'exercice 1 et l'exercice 2? Bah, dans l'exercice 2, on nous donne le polynôme, alors que dans l'exercice 1, il faut le chercher. Dans l'exercice 2, non, on ne nous donne pas de polynôme. Bon, monsieur, si je peux, en fait, dans l'exercice 1, monsieur, on a les points d'interpolation et leur image. Dans le second, on a juste les points d'interpolation et la fonction qui permet de déterminer leur image. Et tous les deux ont en commun de pouvoir chercher le polynôme d'interpolation. Voilà, très très bonne réponse, c'est exactement ça. Effectivement, dans l'exercice 2, on a tout simplement, on a les abscisses, mais pas les ordonnées. Par contre, on nous donne la fonction pour calculer ces ordonnées-là. Et dès lors qu'on a pu avoir les ordonnées des points, ben, on va pouvoir calculer notre polynôme d'interpolation. Donc ça, c'est effectivement une partie qui est purement technique dans cet exercice-là. Je vous laisse un peu le temps de le faire de votre côté. Et on verra par la suite en quoi, en fin de compte, c'est intéressant. Parce que là, maintenant, quand j'ai une fonction comme celle-ci, 1 sur 1 plus x au carré, et que j'arrive à trouver le polynôme qui va, en fin de compte, avoir 3 points en commun avec cette fonction-là, ça veut dire qu'en fin de compte, je vais pouvoir approximer une fonction par un polynôme. Et la question que l'on pourrait se poser, c'est dans quel intérêt est-ce qu'on va faire ça? Donc, je vous laisse déjà me trouver le polynôme qui a 3 points en commun avec la fonction f de x égale à 1 sur 1 plus x au carré. Donc, vous faites le calcul et vous me dites ce que vous avez trouvé. Et entre-temps, moi, je vais, bien sûr, comme d'habitude, on va faire un peu de MATLAB aussi aujourd'hui. Et donc, je vais lancer une session MATLAB. Monsieur, on ne voit plus très bien l'exercice. Ah, vous voyez plus l'exercice? Oui, monsieur. Voilà. Voilà, alors pour celles et ceux qui travaillent en même temps que moi, enfin qui ont la possibilité de pouvoir faire du MATLAB en même temps que moi, ben, ça serait peut-être bien que vous lancez aussi votre compte, vous ouvrez votre compte pour que vous puissiez vous exercer. Alors, alors déjà, on va en profiter aussi pour voir un petit peu avec MATLAB les courbes. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un vecteur grand X dans lequel je vais définir mes abscisses. Donc ici, moins 1, 0 et 1. Et je dois aussi définir les ordonnées.
Alors, pour définir les ordonnées, je peux soit les calculer et ensuite définir le vecteur Y, soit le faire directement par calcul avec MATLAB en disant que tout simplement grand Y, il est égal à quoi? Ben, il est égal à 1 divisé par 1 plus grand X point au carré. Voilà. Là, j'obtiendrai directement mon vecteur Y. C'est-à-dire 0,5, 1 et 0,5. D'accord? Donc, une fois que j'ai mes points d'interpolation, mes points de colocation, ben, ce n'est pas très compliqué après de pouvoir visualiser et la fonction et le polynôme qui approxime cette fonction-là. Il me suffit de définir des abscisses, comme on l'a fait samedi, sur la base d'un vecteur. Donc là, on va aller, on va dire, de moins 2. On va aller donc de moins 2 par pas de 0,1 jusqu'à 2. Voilà. Et on va, en fin de compte, pouvoir afficher. Donc, on va faire un plot. Qu'est-ce que je vais afficher? Ben, je vais afficher déjà les points d'interpolation. Donc, grand X, grand Y, et je vais afficher ça sous forme de petits rangs en rouge, donc RO. Voilà. Je vais également afficher ma fonction, donc petit x, virgule 1 que divise 1 plus petit x au carré. Voilà. Et je vais bien sûr aussi afficher les valeurs issues du polynôme d'interpolation, c'est-à-dire x et interpole Lagrange, voilà, de petit x, virgule grand X, virgule grand Y. Ici, en fin de compte, je vais afficher combien de courbes? 3 courbes. Exactement. Je vais donc ici afficher 3 courbes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne reconnaît pas Monsieur, Oui. j'ai une question. Enfin, j'en ai deux. Déjà, le length, en fait, le length de X, genre, ça veut dire quoi exactement? Très bien. Ben, bien sûr, je vois. Le length de X, ça veut dire le nombre d'éléments que contient mon vecteur X. Par exemple, ici, le length de ce grand X, il serait égal à combien? 3. Exactement. Donc, vous voyez que si je fais LEN GTH de grand X, d'accord, il va me répondre 3. Ok. Et ma deuxième question, c'est par rapport à la ligne 5, vous ne devriez pas décaler le PX par hasard Le décaler où? Comme ça? vers la droite, ou Là, ça ne change rien au ça programme. change absolument rien. Ok, Parce d'accord. que cette contrainte d'aligner les calculs, ça c'est en Python que vous avez cette contrainte-là, pas en MATLAB. Ok, d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, c'est source d'erreur en Python si vous ne faites pas gaffe à l'alignement de vos instructions. Ils peuvent être pris soit dans une boucle interne, soit dans une boucle externe.
Et on n'a pas ce problème-là avec MATLAB. Monsieur, Oui, je vous écoute. je vais juste remonter la commande Windows, s'il vous plaît. Ici, là? Ouais, Ok. merci. Très bien. Donc là, je vais zoomer, voilà, je vais prendre un écran plus large. Hop, ici. Oui, pardon, vous vouliez voir là. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que vous. Donc vous voyez bien que on a ici donc les points de colocation qui sont là. Et on a bien entendu deux courbes, la courbe jaune et la courbe marron. Et là, d'accord? Laquelle est quoi? Est-ce que vous arrivez juste par la forme des courbes, deviner laquelle correspond au polynôme et laquelle correspond à la fonction que l'on approxime? Mais le polynôme, c'est celle qui est parfaite, on va dire. Parfaite? Enfin, qui est bien, c'est la jaune. C'est la jaune, d'accord? Et la marron, c'est donc la fonction qu'on approxime. Alors pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? La courbe jaune, c'est une courbe x carré. Enfin, c'est un, comment on appelle ça, une belle cloche, enfin, je sais pas. Une parabole, vous voulez dire? Ouais, une parabole. Non, en vrai, je sais pas trop. D'accord. Donc, on peut voir ça, comme une parabole inversée. OK. Mais il y a quelque chose il y a quelque chose de plus, je sais pas, on peut dire quelque chose euh, de plus, de plus précis. Pourquoi est-ce que c'est la marron qui correspond à 1 sur 1 plus x2 et par conséquent, c'est plus la jaune qui correspond au polynôme d'interpolation? Monsieur, moi Oui. j'aurais dit qu'on regarde par rapport aux abscisses et aux ordonnées. D'accord. Et donc? Euh, Alors, qu'est-ce que vous me répondez? ah non, Oui? Qu'est-ce que vous me répondez alors? Pourquoi est-ce que je peux être certain que la courbe marron là correspond bien à 1 sur 1 plus x2? Monsieur, Oui? bon, en mathématiques, 1 sur 1 plus x2, c'est l'arc tangente, je pense, ou bien la tangente. D'accord. Ça, Euh, pas de souci. Et imaginons que j'avais pris, voilà, alors, imaginons que je prenne cette fois-ci petit x allant non plus de moins 2 à 2, mais de moins 4 à 4. Voilà. Ça, et je vais refaire l'affichage que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Je remarque de nouveau sur la courbe marron. Elle tend vers quoi? ah, étant vers l'extrémum, monsieur, du polynôme. Non, elle tend. Cette courbe marron, vous voyez bien que si j'augmente le petit x ici, si je le prends de moins 10 à 10 ou de moins 20 à 20, cette courbe marron, elle va venir toucher quoi? Elle va présenter des asymptotes. Elle tend vers zéro. Exactement. Elle tend vers zéro, ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'elle tende vers zéro. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, vous avez 1 sur 1 plus x2. 1 sur 1 plus x au carré. Donc, quand x lui tend vers l'infini, voilà, cette quantité-là, elle, ben, elle tend vers 0.
Et donc, ça me permet d'affirmer exactement quelle est en fin de compte la courbe qui est représentée ici, quelle est celle qui est approximée et quel est le polynôme. D'accord? Donc là, effectivement, vous voyez bien que j'ai une bonne approximation dans la zone où j'ai mes points d'interpolation. Et dès lors que je m'écarte de ces points d'interpolation, ben, je n'ai plus du tout une bonne approximation de ma fonction. D'accord? Ça, c'est bien clair pour tout le monde? OK. Alors, revenons maintenant un peu sur... donc, on va repartir de x. On va repartir de x de moins 2 à 2. Voilà. Hop. Et on va donc relancer notre courbe. Alors, à la limite, même là déjà, on voit qu'au-delà de moins 1 et de 1, on a un écart entre les deux courbes. Donc, et on a bien sûr, à l'intérieur des points d'interpolation, on a également un écart entre la fonction qu'on approxime et le polynôme. D'accord? Cela dit, cette erreur que nous avons à l'intérieur ici, entre le polynôme et la fonction qui est approximée, on peut réduire cette erreur-là de quelle façon? Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez répéter votre... Je dis, alors, je vais le faire comme ça va être plus clair. Je vais prendre x de moins 1 à 1. Voilà, et je vais relancer les courbes. Voilà. Là, vous voyez bien, hein, la courbe polynomiale en jaune et la courbe marron. Je dis, voilà, vous voyez bien que j'ai un polynôme qui approxime une fonction, mais je note qu'il y a quand même un écart entre le polynôme et la fonction qui est approximée. Et la question naïve que je pose, c'est comment je peux faire pour réduire cet écart-là? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi, tout simplement? Imaginons que vous êtes en train de travailler sur un projet et vous dites et on vous dit voilà, est-ce que vous avez approximé la fonction par un polynôme? Vous allez répondre oui, je l'ai bien approximé. Très bien, vous pouvez nous le montrer, ben vous le montrez et on vous dit ouais, mais il subsiste quand même un écart entre eux. Comment est-ce qu'on pourrait réduire ça? Qu'est-ce que vous répondez? On fait tendre le polynôme à l'infini, monsieur. Comment? On fait tendre le polynôme à l'infini. Vous faites tendre le polynôme à l'infini? Notre équation précédente de 1 sur 1 plus x au carré. Non, non, non. On rajoute des points. Voilà, tout simplement. Je vais tout simplement répondre. Bon, bah écoutez, monsieur le chef de projet, si vous n'êtes pas satisfait de cette approximation, ce n'est pas un problème, on peut avoir quelque chose de plus précis, mais dans ce cas-là, je ne vais pas travailler avec grand X, moins 1, 0 et 1, il va falloir que j'augmente le nombre de points d'interpolation. Et dans ce cas-là, ben, je vais dire, voilà, si vous voulez quelque chose de plus précis, on peut très bien dire, voilà, je vais travailler avec X cette fois-ci. Alors, je vais le faire ici. Voilà. Au lieu d'avoir ce X de moins 1, 0 et 1, ben, je vais faire moins 1, moins 0,5, 0 et 0,5. 0,5. Voilà, et 1. Donc, du coup, maintenant, j'ai 5 points. Là, j'ai 5 abscisses d'interpolation. Il va falloir que je calcule leur ordonnée avec Y comme tout à l'heure. Voilà. Et donc, maintenant, je
je vais effectivement observer quelque chose de plus précis, puisqu'en fin de compte, j'aurai. Alors, on va faire un hold-on pour garder le graphe actuel. Voilà, hold-on. Et on va faire un affichage de la nouvelle courbe issue de l'interpolation. On va la mettre en rouge. Voilà, petit r. Et vous la voyez maintenant, la courbe rouge que vous avez ici, ben, elle se rapproche beaucoup plus de notre fonction qui est maintenant ici représentée en vert et qui vaut 1 sur 1 plus x2. D'accord? Donc voilà, si je veux un polynôme qui approxime mieux ma fonction, ben, je vais être obligé d'augmenter le nombre de points d'interpolation. Ce qui a pour conséquence quoi? D'augmenter le nombre de points d'interpolation. Ça a pour conséquence d'augmenter le quoi du polynôme? Le degré du polynôme. Exactement, ça a pour conséquence d'augmenter le degré du polynôme. Et du fait qu'on ait augmenté le degré du polynôme, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le plan calcul? Ben, il y a plus de précision. D'accord, il y a plus de précision, mais qu'est-ce que ça va engendrer en termes de complexité? Ça augmente complexe. le calcul. Difficile, monsieur. Pardon? Ça rend les calculs difficiles parce qu'on aura un polynôme de degré supérieur, par exemple, à 3, 4, 5. Et au fur et à mesure, Exactement, voilà. Donc, ça va effectivement augmenter le temps de calcul. D'accord? Voilà la conséquence directe d'un polynôme plus précis. Ça va engendrer plus de calculs. Qui dit engendrer plus de calculs, ça veut dire que quoi? Quand il y a plus de calculs à faire, ça veut dire que le calculateur il va prendre plus de temps. D'accord? Quand il y a plus de calculs à faire, le calculateur prend plus de temps et ça veut dire que le calculateur va consommer plus de quoi? De RAM, d'espace. Aussi de mémoire et quoi d'autre? D'énergie. Et d'énergie. Voilà, exactement. C'est pour ça que là, ce qu'on est en train de voir, ce sont juste qu'on appelle des petits cas académiques, c'est des cas d'école, mais c'est des cas où vous devez comprendre que quand vous faites le choix d'un algorithme, ben, vous induisez des temps de calcul et vous induisez une consommation énergétique. D'accord? C'est ça qui est. Moi, j'ai une question, monsieur. Pardon? J'ai une question. Je vous écoute. Est-ce que, on va dire, comment dire ça, la fréquence des relevés, parce que imaginons qu'on est dans un cas d'analyse d'un système, Oui. du coup, les points d'interpolation, ce Oui. sont des mesures qu'on fait. Exactement. Du coup, est-ce que, comment dire, la fréquence, la fréquence des relevés influe, par exemple, sur la précision de notre courbe, du coup, enfin, de la fonction qu'on va obtenir. Par exemple, si on fait tous les calculs, enfin, tous les relevés au début et quelques-uns à la fin, ou inversement. Oui, alors en fait, votre question elle est intéressante, si je l'ai bien comprise. Hein. C'est que en fait, vous vous dites comment, si par exemple, est-ce que vous situez les choses dans un contexte de temps réel, c'est-à-dire que je fais de la mesure en temps réel, et en temps réel, je fais une approximation. Oui, par exemple. Très bien. Donc ça veut dire qu'au fait, vous allez travailler avec ce qu'on appelle une fenêtre glissante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas à chaque fois que vous rajoutez un point, vous allez refaire une nouvelle interpolation. Ça va devenir au bout d'un moment super compliqué en termes de calcul. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est qu'il faut travailler avec une fenêtre glissante. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez en compte les nouvelles mesures et vous laissez tomber les anciennes. Vous ignorez les anciennes. Autrement dit,
Sinon, après, vous allez exploser votre calculateur. Je m'explique. Voilà, imaginons que vous, c'est quelque chose que vous observez dans le temps. D'accord? D'accord. C'est-à-dire que vous faites dans le temps, vous faites des mesures. Voilà. Donc, dans le temps, vous faites des mesures. Et donc, à chaque fois que vous faites une nouvelle mesure, ben, vous avez besoin de faire une nouvelle approximation. Donc, l'idée, ça serait quoi? L'idée, ça serait plutôt de travailler avec ce qu'on appelle des fenêtres glissantes. C'est-à-dire que je fais toujours, on va dire, des mesures sur 4 points. D'accord? Dès que j'ai un nouveau point qui arrive, ben, je décale ma fenêtre d'un cran. C'est-à-dire, je prends en compte ce nouveau point et je ne prends plus en compte le dernier qui est ici. D'accord. Mais Et alors, je fais pareil avec le prochain. d'accord. Mais du coup, au final, est-ce que on aura, comment dire, Allô? Au final, Allô, allô? qu'est-ce qui se passe? Oui? oui. Donc, je disais, est-ce que au final, on va dire la fonction qu'on va obtenir, elle sera, comment Alors, dire? Au final, ce que vous allez toujours obtenir, c'est une approximation précise des derniers relevés. Ah, d'accord. Ok, d'accord. D'accord? Oui, je vois. Oui, je Voilà, vois. exactement. Vous n'allez D'accord. pas pouvoir obtenir une approximation de l'ensemble du relevé. D'accord. Alors, et une seconde question. Oui? Par exemple, sur l'exercice qu'on a là, les valeurs, elles sont, on fait l'interpolation sur un intervalle de -1 à 1. Oui. Et les valeurs, elles sont prises, les points d'interpolation sont pris, on va dire, à écart égal. On en Ouais. a un à tous les 0,5. Mais Ouais. imaginons, par exemple, du coup, on a 5 points. Ouais. Imaginons qu'on en ait, par exemple, 3 de -1 à 0 et un seul, non, 4 de -1 à 0 et Mhm. un seul de 0 à 1. Est-ce Ouais. qu'on aura la même précision au niveau du polynôme qu'on va obtenir, en fait? Ben, on aura toujours une bonne approximation de notre courbe, mais ce ne sera pas le même polynôme. Ce sera, D'accord. si par exemple, imaginons qu'au lieu de faire, je fais -1, moins 0,75, d'accord? D'accord. Je passe à 0 et je garde 0,5 et 1. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, j'ai des points qui ne sont pas tout à fait équidistants. Donc je vais calculer les ordonnées. Voilà. Et je vais donc afficher cette nouvelle courbe avec cette fois-ci des étoiles. Là. C'est celle-là. C'est celle qui est étoilée. D'accord. Vous voyez qu'elle aussi, elle approxime ma courbe. Mais Oui, la contrainte qu'il faut respecter, c'est qu'il faut que vos points d'interpolation soient compris entre le premier et le dernier point d'interpolation. d'accord. Voilà. Pour que votre interpolation soit, on va dire, crédible. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Très bien. Monsieur, Oui, je vous écoute. là, vous m'entendez? Oui, je vous entends. En fait, je voudrais que vous remontiez en haut sur la partie commande Windows, s'il vous plaît, pour que je prenne en photo le code. Les commandes, vous voulez dire que j'ai tapé? Oui, oui, Ok. oui. Celles qui sont en haut. Celles qui sont plus haut. Plus haut. Oui, plus haut. Il Ce que n'y a vous pas. avez. Voilà. Ici, exactement. Alors, attendez, Et vous en fait, voulez que je en zoome? fait, parce que en fait, dans mon programme MATLAB, Oui, je vous écoute. euh, quand je mets le run, il me met Interpol Lagrange X, grand X et Y. Alors que vous, en fait, vous êtes parti direct sur la commande Windows. Chez moi, c'est sur le run. Je ne comprends pas très bien Oui, oui, si. alors attention, je vous le dis, hein, je vais être clair et net avec vous, je ne veux pas que vous utilisiez le run, là.
Ok, d'accord. Moi, je veux pas que moi, je veux pas qu'on travaille avec avec des choses où j'appuie. Je veux pas. Ce que je veux, Ok, c'est j'écris ma fonction, je l'exécute à partir de la fenêtre de commande. ok, d'accord. C'est parfait alors. Voilà. Ok. Merci, monsieur. Donc, les commandes que j'ai tapées ne sont pas compliquées. J'ai tapé grand X, j'ai calculé les ordonnées et après, j'ai fait tout simplement un affichage. Voilà. Ok, ok, OK? ok, Bon. merci, monsieur. Alors, donc maintenant, on va un petit peu poursuivre donc sur l'utilité de cette approximation de fonction. Alors, je vais juste, je pense que c'est plus très utile cette loupe. Voilà. Donc, l'idée maintenant, c'est de se dire, OK, très bien, donc j'ai approximé une fonction par une autre, par un polynôme notamment. Bien entendu, une des utilités de faire cette approximation-là, c'est de pouvoir, bien sûr, calculer, par exemple, une surface. Imaginons que je vous avais demandé de me calculer l'intégrale, donc l'intégrale de moins 1 à 1, donc l'intégrale de moins 1 à 1, de 1 sur 1 plus x carré, voilà, dx. OK? Imaginons qu'on voulait calculer cette intégrale-là. Ben, cette intégrale-là, vous pouvez effectivement la calculer puisqu'on connaît la primitive de 1 sur 1 plus x au carré. Mais ça, c'est parce que vous connaissez la primitive. Mais il y a des cas de figure où vous pouvez avoir des fonctions où vous ne connaissez pas la primitive. Et vous ne pouvez pas la trouver, la primitive. Et il vous faut pourtant calculer la surface. Donc, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, ben, vous allez pouvoir l'approximer avec un polynôme. Donc, par exemple, ici, on aurait pu très bien approximer cette intégrale-là par l'intégrale de moins 1 à 1 du polynôme P2 de x ou P4 de x, selon le nombre de points d'interpolation que l'on a trouvé. D'accord? Alors, je vous pose une petite question. Est-ce que vous savez, à partir d'un relevé de points, d'une courbe, est-ce que vous savez estimer sa surface? Alors, je vous pose cette question et je reviens 10 secondes.
Oui, excusez-moi. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est comment est-ce qu'on peut, à partir d'un relevé de points d'une courbe, pouvoir estimer sa surface. Est-ce que vous avez pratiqué ce genre de calcul en classe prépa ou en BTS ou en DUT? Avec la méthode des rectangles? Exactement, avec la méthode des rectangles, par exemple. Monsieur, méthode de rectangle, trapèze, Simpson, ça marche? Tout à fait, exactement. Donc là, par exemple, si on veut exploiter ça, imaginons que, alors déjà, ce qu'on va faire, on va revenir un peu sur notre idée on va revenir un peu sur l'exercice. Donc, on va reprendre nos points, tout simplement nos 3 points que nous avions définis, voilà, ici, Y, voilà. Et donc, on a bien entendu un polynôme. Donc, on a calculé le polynôme d'interpolation qui passe par ces points-là. Et on l'a calculé sur les abscisses allant de moins 1 à 1 par pas de 0, 1. Voilà. Et donc, on a un interpole. Donc, on va dire petit y, on va dire que petit y ici, c'est égal à interpole Lagrange, voilà, hop, de petit x, virgule grand x, virgule grand y. Voilà. Voilà toutes les ordonnées de points qu'on a calculées par notre interpolation. Donc, comment est-ce que je peux utiliser ça pour pouvoir estimer, en fin de compte, la surface de ma courbe? Voilà, la surface de cette courbe-là. Comment je peux estimer maintenant à partir de ce polynôme, comment je peux donner une estimation de cette surface-là? En utilisant par exemple la méthode des rectangles, comme vous dites. Comment je peux faire? Quelqu'un a une idée? Oui, non? Non. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai dit, attendez, je suis juste en train d'essayer de retrouver déjà ma fenêtre de commande. Voilà. Alors. Voilà, 10 secondes. Je vais vous dire ça sur la base d'une figure, ça va être plus clair. J'ai juste un petit souci pour l'instant avec MATLAB, je ne sais pas ce qu'il a. Hop. Bon, en attendant que ça marche, ce que je disais, c'est que je vais le faire ici. Voilà. Est-ce que lorsque vous avez une courbe, voilà, et est-ce qu'à partir des points de cette courbe-là, vous pouvez estimer sa surface? Bah, du coup, oui, avec le truc de rectangle, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, exactement. Maintenant, comment est-ce que je ferai avec MATLAB pour justement exploiter cette technique de la méthode des rectangles pour pouvoir estimer la surface de ma courbe? Comment est-ce que je ferai avec MATLAB? On prend d'abord le point, l'abscisse maximum, là, les deux intervalles, où par exemple on l'appelle B et A. On va faire B moins A divisé par divisé. Alors, je vous rappelle que ce polynôme-là qu'on a tracé, on l'a tracé sur les abscisses suivantes. X, attendez, je ne sais pas pourquoi il a un petit peu de mal à réagir. Là, ça doit être un petit souci que j'ai en ligne.
Je vous rappelle que les points d'abscisse sur lesquels on a tracé notre polynôme, je les ai pris. J'ai dit que j'ai pris petit x allant de moins 1 par pas de 0,1 jusqu'à 1. Donc, ça veut dire que j'ai des points qui sont espacés de combien? De 0,1. Exactement. Oh, J'ai des points, en fin de compte, qui sont espacés de 0,1. Donc, ce 0,1 qui est ici, ce pas-là que vous avez là, représente, au fait, la base de mes rectangles. Et j'ai les ordonnées grâce au polynôme d'interpolation. Donc, en fin de compte, la surface, je peux l'estimer très, très simplement. Je vais faire quoi? Étant donné que dans le vecteur petit y, j'ai récupéré toutes les valeurs du polynôme pour chacun de ces points x. D'accord? Donc, j'ai récupéré P de x indice 0, P de x indice 1, etc., etc. Voilà. Comment je peux faire maintenant pour exploiter ces valeurs-là afin de déterminer cette surface? Je vais tout simplement prendre le pas ici avec lequel je travaillais, donc 0,1, que multiplie quoi? Que multiplie la somme des valeurs contenues dans le vecteur y. Et ça va me donner une estimation de cette surface-là. monsieur, Oui, je vous écoute. on peut pas faire, là, vu que vous avez découpé le dessous de la courbe en plusieurs rectangles, Oui, avec une boucle for, on se place dans chacun des rectangles ouais, et on calcule l'air et on somme le tout à la fin. ouais. Mais sauf que je peux le faire en une seule instruction, celle que j'ai écrite ici. Ah, ok, d'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que ce que vous dites, c'est quoi? C'est que je vais prendre ce pas-là, je vais multiplier par cette ordonnée, plus ce pas-là multiplié par cette ordonnée, plus ce pas-là. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, je vais prendre le pas, facteur de quoi? Facteur de la somme de toutes ces ordonnées. D'accord? Or, cette somme-là, je peux l'obtenir par l'instruction somme de y, et je multiplie ça par 0,1. C'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Merci. Alors, donc, j'ai un petit souci, donc je vais juste relancer, voilà, je vais relancer MATLAB, parce qu'apparemment, hop, voilà. Je vais donc relancer MATLAB, et on va voir un petit peu que cette approximation polynomiale peut être très intéressante, comme j'étais en train de vous le dire, pour pouvoir calculer des surfaces. OK. Alors, donc, petit x. Alors déjà, on va voir si je vais retrouver mon historique. Voilà. Donc, on avait grand X qui valait moins 1, 0, 1. Tiens, mais qu'est-ce qu'il y a? OK. Grand Y. Voilà. Petit x qu'on avait défini de moins 1 à 1 par pas de 0, 1. L'inconvénient de ce MATLAB en ligne, c'est quand le réseau est un peu congestionné, ben, ce n'est pas très efficace. Et donc, nos courbes, alors on attend que ça s'affiche. Et
C'est donc nos deux courbes pour lesquelles on va voir qu'avec un simple calcul, on va pouvoir approximer la surface. Ça veut bien nous la faire apparaître. OK. Bon, apparemment, ça marche pas terrible en ligne. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est un peu dommage. Ça arrive aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez le faire, vous, de votre côté. Ben, vous verrez que le calcul de l'intégrale de 1 sur 1 plus x2 peut être approximé de mieux en mieux par le polynôme d'interpolation. Et si vous augmentez, bien entendu, les points d'interpolation, ben, vous finissez par avoir à peu près le même résultat, aussi bien avec un calcul analytique qu'avec le calcul numérique. Voilà. Là, je n'arrive pas à vous le montrer là aujourd'hui parce que apparemment il y aurait des petits soucis réseau. Voilà. OK. Je vais donc maintenant poursuivre ce cours d'interpolation polynomiale. Donc, ce que l'on a vu donc jusqu'à présent, c'est voilà, je sais implémenter en langage MATLAB les deux fonctions qui me permettent de calculer mon interpolation polynomiale. Voilà, je sais utiliser ça sous MATLAB. Et bien entendu, la question maintenant que l'on se pose, c'est, et ça c'est quelque chose de très récurrent en analyse numérique, c'est en fin de compte, quelle est la complexité de calcul? D'accord? Ça, c'est très important. La complexité de calcul, c'est-à-dire, en fait, en fonction du nombre de points sur lesquels je calcule un algorithme, quel est le temps que je vais mettre pour pouvoir obtenir des résultats? Ça s'appelle la complexité en temps de calcul. Alors, si on regarde bien, complexité de calcul du polynôme de Lagrange. Donc, on s'intéresse au nombre d'opérations élémentaires, addition, soustraction, multiplication, division, nécessaires au calcul de Pn de x, qui est donc égal à une somme de i égale à 0 jusqu'à n de fi ou yi ou f de xi, comme on veut, que multiplie L indice i de x. Donc, vous reconnaissez ici, bien sûr, la formule de l'interpolation polynomiale à partir des polynômes de Lagrange. Donc, pour estimer cette complexité de calcul, on va bien entendu déjà s'intéresser au calcul des polynômes de Lagrange. Donc, pour calculer L indice k de x, on doit répéter n fois l'instruction L indice k que multiplie x moins xi divisé par x de k moins grand X de i. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je vais dénombrer le nombre d'opérations que je vais faire. Donc, je fais quoi? Je fais une multiplication, donc j'appelle ça une opération élémentaire. Je fais une soustraction, c'est de nouveau une opération élémentaire. Je fais une division, c'est une nouvelle opération élémentaire. Et enfin, je fais encore une soustraction ici, ça fait une nouvelle opération élémentaire. Donc, ça fait 4 opérations élémentaires. Et combien de fois je dois faire ces 4 opérations élémentaires? Ben, je dois les faire n fois à chaque fois que je calcule le polynôme de Lagrange en un point x. Donc, si vous avez un petit peu de mal avec ça, il suffit tout simplement de reprendre un peu les exemples que l'on a vus samedi dernier. Donc, samedi dernier, voilà, je vous ai donné ici un exemple d'un polynôme que je calcule à partir des polynômes de Lagrange, donc un polynôme qui passe par 5 points, qui est donc de degré 4. Donc, si je regarde bien,
comment est-ce que je calcule, par exemple, n'importe lequel de ces polynômes de Lagrange? Donc, qu'est-ce que je fais? Vous voyez bien qu'au début, on a une initialisation à 1. D'accord? Et après, qu'est-ce que je fais? Ben, je calcule ce premier ratio qui est ici, je le multiplie par la valeur précédente qui, elle, a été initialisée à 1. Je stocke ça dans LK de X, et qu'est-ce que je fais? Ben, je viens de nouveau faire un calcul ici, un deuxième calcul que je multiplie avec le précédent. De nouveau, je vais encore faire un calcul de soustraction et de division et que je vais multiplier avec le précédent. Et enfin, je vais faire un dernier calcul de soustraction et de division que je vais multiplier avec le précédent. D'accord? Donc, vous voyez bien que la première fois ici, ben, j'ai une multiplication par 1 de celui-ci. Après, j'ai une multiplication de celui-ci avec celui-ci. Après, j'ai une multiplication de celui-ci avec le résultat de celui-ci. Et enfin, j'ai une multiplication de celui-ci avec le résultat du résultat de l'autre. Donc, si vous regardez bien, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 multiplications. D'accord? Alors, pourquoi j'ai 4 multiplications? Ben parce que tout simplement, je travaille avec des polynômes de Lagrange que je calcule pour un polynôme d'interpolation de degré 4. Donc, vous comprenez mieux pourquoi, quand vous avez ici, on s'intéresse bien sûr à un polynôme de degré n. D'accord? Pour un polynôme de degré n, ben je vais faire, pour chaque polynôme de Lagrange, je vais faire 4 fois n opérations élémentaires. Et en fin de compte, quand je vais m'intéresser à la complexité du calcul de mon polynôme final, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répéter n plus 1 fois l'instruction px. Donc, px, je vais stocker px plus y de k que multiplie Lagrange kx grand X. Je sais que ça, à chaque fois que je calcule un Lagrange, c'est 4n. Multiplier ici, c'est une opération élémentaire. Addition ici, c'est une opération élémentaire. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir donc les 4n venant du calcul du polynôme de Lagrange, auquel je rajoute ces deux opérations élémentaires, le multiplié que j'ai ici et l'addition. Donc, ça me fait en fin de compte 4n plus 2. Et combien de fois je vais faire ça? Ben, je vais le faire n plus 1 fois. Donc, je me retrouve avec n plus 1 que multiplie 4n plus 2, ce qui me donne donc 4n carré plus 6n plus 2. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'interpolation polynomiale, elle est proportionnelle à un temps qu'on appelle quadratique en n carré. En gros, ce que ça signifie que lorsque j'ai affaire à un problème de dimension n, je vais engendrer n au carré opération. Voilà. Alors, pourquoi c'est important d'estimer cette complexité? Parce qu'au fait, on peut se retrouver parfois avec, par exemple, un algorithme 1 et un algorithme 2 qui résolvent tous les deux le même problème, sauf qu'il y en a un qui le fait en un temps proportionnel au problème et un autre qui le fait en quadrature du problème. Et on peut se retrouver parfois avec un autre algorithme qui résout le même problème et qui est en n puissance p, avec p qui peut être supérieur
ou égale à 2. Voilà. Est-ce que vous comprenez tous comment on a estimé cette complexité de calcul? Ou est-ce que vous avez des questions? Ok, c'est clair pour tout le monde? Monsieur, Oui. comment on voit que notre problème il est en dimension n? Comment on voit que notre problème est en dimension n? Il n'y a rien à voir. Je dis, voilà, lorsque j'ai n plus 1 point, d'accord? J'ai n plus 1 point, je dois construire un polynôme de degré n. Pour construire ce polynôme de degré n, je vais faire n au carré calcul. Ce n-là, il dépend de, ça peut être 3, ça peut être 6, ça peut être 18, tout dépend de votre problème. Mais ça, c'est une généralité. Si j'ai n plus 1 point, ça veut dire que je dois estimer un polynôme de degré n, ça veut dire que je vais engendrer n au carré calcul. Donc, ça veut dire que si j'ai un problème de dimension 10, d'accord, voilà, j'ai un problème de dimension 10, ben je vais engendrer 100 opérations. Si j'ai un problème de dimension 100, c'est-à-dire 10 à la puissance 2, ben je vais engendrer 10 à la puissance 4 opérations. C'est-à-dire 10 000 opérations pour un problème de dimension 100. Ça s'appelle une complexité quadratique, puisque vous avez le carré de la dimension du problème. Quand, par exemple, vous calculez par exemple, l'inverse d'une matrice de taille n par n, quelle est la complexité de calcul que vous faites, que vous avez? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quelqu'un a une idée? Non? Monsieur, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Je dis que vous inversez, quand vous faites, quand vous avez appris à inverser une matrice, est-ce qu'on vous a parlé de complexité de temps de calcul? Si vous avez une matrice de taille n par n, combien vous engendrez de calcul pour pouvoir l'inverser? Est-ce que c'est proportionnel à n? Est-ce que c'est du n au carré? Est-ce que c'est 2 à la puissance n? C'est quoi le facteur qui permet de quantifier le nombre de calculs que vous faites? Est-ce que vous avez une idée? Chaque opération de l'inversion de matrice va avoir une complexité. Si on va faire un échange de lignes, si on va faire, je sais pas, mais une fois qu'on a calculé les différentes opérations élémentaires que fait l'algorithme, on obtient combien en définitive? Grand taux de n carré, de n cube. Exactement. On obtient une complexité en n cube. D'accord? Donc ça veut dire que vous faites quoi? C'est-à-dire que quand j'ai une matrice de taille nn, d'accord, ben je vais engendrer un temps de calcul qui est le cube de la dimension. Voilà. Ça veut dire que si quelqu'un trouve un algorithme qui, lui, permet d'inverser la matrice avec le carré de la dimension, donc ça veut dire que son algorithme est plus efficace que celui qui le fait avec le cube. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, il prend moins de temps. Et s'il prend moins de temps, ça veut dire qu'il se fait plus vite. Et s'il se fait plus vite, ça veut dire qu'il consomme moins d'énergie. Voilà. Donc, je cherche un peu à vous sensibiliser sur ces aspects qui sont des aspects donc, de complexité algorithmique. C'est-à-dire qu'en tant que futur ingénieur, vous devez toujours avoir à l'esprit, c'est en fin de compte, voilà, lui, il me propose telle solution, l'autre, il me propose telle solution, et je dois faire un choix.
Ben, je vais faire ce choix sur la base de quels critères? Ben, je vais le faire principalement sur la base du critère de la complexité de calcul. Là, vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous raconter? Oui. Oui. Bon, ben, très bien. Donc, ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est qu'on va attaquer toujours, bien sûr, la construction de l'interpolation polynomiale avec un algorithme qu'on appelle l'algorithme d'Aitken. Bon, Aitken, c'est un mathématicien qui a imaginé un algorithme plus efficace que l'algorithme classique qu'on a vu pour calculer le polynôme d'interpolation. Et on verra également une version de cet algorithme d'Aitken sous, on va dire, une implémentation sous forme récursive. Est-ce que la récursivité, c'est une technique que dont vous avez déjà entendu parler lorsque vous avez fait de l'informatique? Oui. Ok. Oui. Bon, ben voilà. Donc, c'est ce qu'on fera la prochaine fois et on fera peut-être encore un ou deux exercices et on clôturera ce chapitre sur l'interpolation polynomiale. Voilà. Avez-vous des questions? Ou bien je peux clôturer ce cours? Pas de questions? Monsieur, Oui. on a des questions par rapport Par rapport au projet. au projet. Oui, je vous écoute. En fait, on a quelques problématiques à vous proposer parce que Non, on n'est pas surtout sûr. d'abord, c'est en fait on a deux sujets avec deux problématiques et on voulait savoir, selon vous, c'était laquelle la plus viable et fiable. Dans ce cas-là, vous voulez qu'on en parle maintenant ou vous m'envoyez ça par mail? Oui, vite fait, comme ça on finit ça avant, parce que vu que c'est le dernier jour, on fait. Ok, alors allez-y. Alors, je vous écoute. C'est entre, en fait, on vous en avait déjà parlé, c'était la valise autonome. Oui. Et notre deuxième idée, c'était un bras automatique qui permettrait, via un code, un programme, de cuire un steak. De cuire un steak. De cuire un steak. Non, mais monsieur, mais dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air bête, mais en fait, faudra penser à la manière dont le robot il va faire. En fait, faudra faire en sorte que le robot qu'il ait l'assiette qui met le steak dans la poêle, qui calcule le temps de cuisson et que la poêle et qui puisse mettre le steak dans l'assiette. Donc tout ça, c'est des tâches. Oui, mais je vais vous dire, ça paraît un peu ludique ce que vous dites. C'est en gros, j'ai envie de remplacer un cuistot par un robot. Oui, mais voilà. mais pas qu'un steak, monsieur. On pourra faire, par exemple, choisir dans le programme, on choisit, par exemple, on veut cuire une omelette. Une Bah, omelette. l'utilisateur choisit l'omelette et là, il va adapter le temps de cuisson par rapport à une omelette. Ouais, Voilà. mais ça me paraît. Non, honnêtement, vous pouvez, si vous avez envie de traiter ça. De toute façon, c'est pas forcément moi qui vais encadrer votre projet. J'ai pas encore fait l'application. Honnêtement, si vous avez envie de travailler sur ça, vous pouvez. Moi, je trouve que c'est intéressant votre idée de la valise qui suit la personne. Il y a un peu, il y a cette idée de tracking. Il y a des notions d'automatique de système linéaire. Moi, ça me plaît bien plutôt ce sujet-là. D'accord. Et monsieur, il y aura de l'intelligence artificielle dans ce qu'on va faire? Dans la valise autonome? Dans la valise autonome, il y a peut-être une forme d'intelligence, puisqu'en fin de compte, elle ne doit pas suivre n'importe qui, votre valise. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais ça veut dire que ça, on le rentre dans quel thème? Dans les thématiques globales, là? Là, vous allez rentrer dans le thème de la mobilité, même si vous ne rentrez pas vraiment dans le cœur de cette thématique. Ça reste de la mobilité. D'accord. Voilà. Et monsieur, oui, je vous écoute. Pour la problématique, il faut avoir une problématique assez générale ou une problématique
Pointu. Ouais, c'est pointu, ouais. Alors, ça dépend. Si vous avez une problématique pointue avec de belles idées pour apporter des solutions, on peut imaginer par la suite que c'est un projet qui vous tient à cœur et que vous aimeriez développer par la suite. Et dans ce cas-là, ça pourrait se poursuivre en deuxième année, voire même en dernière année sous forme d'entrepreneuriat. Voilà, c'est, on va dire, une ébauche pour pouvoir après faire une demande de financement auprès d'un comité qui veut bien financer votre projet. Mais là, ça veut dire que je travaille sur une problématique bien définie, pointue, sur laquelle j'ai apporté une réponse innovante. Monsieur, on peut vous proposer des problématiques, on réfléchit? Bon. Alors, Non, il veut vous proposer des problématiques qu'on a. Bah, par exemple, pour la valise. On va pas passer l'après-midi à faire ça. Non, mais Oui, c'est c'est juste ça. ça, vraiment, c'est le dernier truc. Ouais. Non, vraiment, c'est le dernier truc, monsieur. Allez-y. Alors, la première, c'est quelles sont les technologies d'aujourd'hui qui permettent de fabriquer une valise sécurisée et autonome au niveau du guidage? Donc ça, c'est la première Voilà, version. très bien. Exactement. Ok. C'est bien ça? Oui, c'est nickel. Et la deuxième, enfin, j'ai pensé, c'est quels sont les critères mécaniques et électroniques qui permettront de réaliser une valise autonome? C'est bien aussi. Donc la première est mieux, je pense. Moi, les deux, je trouve qu'elles sont pas mal. Parfait. Je vous remercie, monsieur. C'est parfait. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Bonne journée. Oui, merci à Au vous. revoir. Bonne journée, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir.